Rafik Smati, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir. Alors, nous commençons notre émission, comme toujours, par une citation. J'ai choisi pour vous donc un président américain, celui qui a précédé Roosevelt, c'était le président de la grande crise de 29, qui disait « Bénis soient les plus jeunes, car ils hériteront du déficit budgétaire de l'État ». Qu'est-ce que vous évoque cette citation? Est-ce qu'elle vous rappelle la situation actuelle? Elle me rappelle surtout ce que devrait être l'engagement public, c'est-à-dire s'intéresser aux jeunes générations. Euh, la politique, c'est pas l'art de la gestion du court terme et des petits événements du quotidien. La politique, c'est être en mesure de créer les conditions pour que la jeune génération puisse avoir tous les leviers en main pour faire de grandes choses. Et force est de reconnaître, puisque cette citation fait référence à la question du déficit budgétaire, force est de reconnaître que lorsqu'on dépense beaucoup plus d'argent qu'on en a pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire pas pour faire des investissements de long terme, pas pour entreprendre des grands projets de conquête, mais tout simplement pour financer un train de vie. Et quand on assume de manière totalement désinvolte de céder ce fardeau aux générations futures, c'est pour moi l'antithèse absolue de la citation que vous venez de décrire, et c'est précisément l'un de mes combats, parce que je crois que aujourd'hui nous avons une jeunesse qui est hyper créative, qui a envie de faire de grandes choses, mais si elle n'a pas les marges de manœuvre pour agir, et notamment les marges de manœuvre budgétaires et financières, elle ne pourra rien faire et elle sera piégée. Or, si nous voulons embrasser un futur et si nous voulons que les jeunes générations puissent s'engager dans des grands projets de conquête, et il y en a à mener, on en parlera peut-être tout à l'heure, eh bien, nous avons besoin, et c'est le minimum, de leur donner des comptes qui soient solvables, tout simplement pour qu'ils puissent agir. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter, Rafik Smati? Rafik Smati, 45 ans, chef d'entreprise dans le domaine du digital. Je suis une sorte de dinosaure de l'Internet, puisque j'ai créé mon entreprise en 1998 et je suis encore aujourd'hui actionnaire majoritaire de mon groupe. À côté de ça, j'ai publié un certain nombre de livres sur des questions économiques, sociétales, politiques. Et j'ai lancé en 2014 un mouvement qui s'appelle Objectif France, parce que le temps est venu de parler de la France et de lui offrir un nouveau futur. Alors, pour commencer avec votre casquette d'entrepreneur, qu'est-ce que vous pensez justement de la politique de l'État aujourd'hui, pendant cette crise, envers les entreprises, des aides qui sont versées, des propositions de baisse de charges? Est-ce que vous pensez que c'est adapté? C'est une question difficile que vous me posez là. C'est une question difficile parce que vous faites démarrer votre question à la crise. Et effectivement, si vous faites démarrer la question au début de la crise du Covid, je soutiens une grande partie des mesures qui ont été prises par le gouvernement. Je soutiens les mesures de chômage partiel, je soutiens le PGE, d'ailleurs j'en ai souscrit un moi aussi pour mon entreprise. Donc ce sont des vraies bonnes idées qui ont permis de maintenir l'économie à flot, et aujourd'hui un certain nombre d'entrepreneurs en bénéficient ensemble, et c'est heureux, vraiment. Mais là où je vous disais que votre question est difficile, c'est que fondamentalement, dépenser de l'argent, c'est ce qui est le plus facile. Moi, dans mon entreprise, ce qui me prend le plus mon énergie, c'est comment je vais créer du business, comment je vais vendre. Dépenser, c'est facile, hein, vraiment. Donc là, on est face à une situation de crise où on dépense massivement, globalement, efficacement. Mais ce qui me traumatise, et je ne lâcherai pas l'affaire, c'est ce qui n'a pas été fait avant. Ce qui n'a pas été fait avant cette crise du Covid. Je veux rappeler qu'en 2019, c'est-à-dire l'année qui a précédé le Covid, et malgré tous les satisfecit du gouvernement, parce qu'ils ont quand même une propension à pouvoir raconter une histoire parallèle qui est déconnectée de la réalité. Je rappelle qu'en 2019, la France a engendré à elle seule les 3/4 des déficits de la zone euro. Et vous vous rendez compte? Les 3/4 en 2019. Et pendant qu'on avait un gouvernement qui se vantait de réduire les déficits. Et donc, tout ça, tout simplement parce qu'aucune réforme de structure n'a été faite. Les déficits pour financer des projets d'avenir, je le disais tout à l'heure, oui, mais pour financer un appareil d'État complètement sclérosé et qui est incapable de rendre des services au public, ça ne marche pas. Et la crise du Covid, d'ailleurs, l'a fait révéler au grand jour. Nous sommes le pays du monde qui dépensons le plus en matière de dépenses sociales. La France, qui représente 1% de la population du monde, représente à elle seule environ 11 ou 12% des dépenses sociales du monde. Alors ça pourrait être un choix de société parfaitement assumé, sauf que quand en face de ça, on n'est pas capable
d'avoir des masques pour nos soignants, des lits de réanimation ou des respirateurs, on se pose légitimement la question de où va l'argent. Et donc, c'est sans doute l'un des nœuds aujourd'hui de notre pays. Vous savez, John Fitzgerald Kennedy disait la chose suivante, c'est quand il fait beau qu'il faut réparer le toit. Avant la crise Covid, et depuis 2014, vous aviez un alignement des astres fantastique, avec une parité euro-dollar qui nous était favorable, avec des taux d'intérêt nuls, voire négatifs, et avec des prix du pétrole bas. C'est vraiment une conjonction de désastres inédits. Tous les autres pays d'Europe en ont profité pour remettre à flot leur appareil d'État et leurs dépenses publiques. Nous, on a continué à dépenser sans compter et sans remettre en cause ce millefeuille administratif qui fait qu'aujourd'hui, plus personne ne sait qui fait quoi dans l'appareil d'État. Et ensuite, on se retrouve dans une crise. Alors, évidemment, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, il faut dépenser. On n'a pas le choix. Donc, le problème n'est pas ce qui a été fait depuis mars 2020. Le problème, et je ne lâcherai pas, c'est ce qui n'a pas été fait avant. Et le gouvernement actuel porte une lourde responsabilité. Alors, sachant que nous n'avons plus de marge de manœuvre en termes de prélèvements obligatoires, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est le seul pays de l'Union européenne à ne pas augmenter les impôts en cette période de crise du Covid, quelles seraient les mesures qu'il faudrait prendre pour rétablir un peu un équilibre budgétaire? Le sujet doit être pris sous un angle dont la question de l'équilibre de la dépense sera la conséquence, pas la cause. Le vrai sujet, c'est l'efficacité de la dépense. C'est pas tant la dépense. Et je peux vous dire que lorsqu'on aura traité le sujet de l'efficacité de la dépense, la question de la réduction de la dépense arrivera d'elle-même. Je vais vous donner plusieurs exemples. Aujourd'hui, en France, vous avez eu une réforme territoriale en 2014. Cette réforme territoriale prévoyait des grosses régions. Alors, je suis complètement contre ces grosses régions, mais c'est un fait. Et elle prévoyait de fusionner les régions et les départements. Résultat des courses, aujourd'hui, vous avez des départements qui continuent d'exister, vous avez des grosses régions qui existent, mais les anciennes régions intermédiaires continuent d'exister aussi et continuent d'avoir leur administration. Tout cela fait que plus personne ne sait qui fait quoi, ça fait partie de ces couches qui s'enchevêtrent. On parle souvent de millefeuille administratif, mais moi je voudrais plutôt parler d'un plat de spaghettis, parce que le millefeuille, on retire une feuille après l'autre et ça simplifie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout s'enchevêtre. Eh bien, ça fait partie des choses qu'il faut remettre à plat. L'État, 1300 agences qui dépendent de l'État. On peut appeler ça des comités Théodule, on peut appeler ça des observatoires. J'observe que pour chaque... d'ailleurs, c'est un mode de gouvernance. Pour chaque problème dans notre pays, nous créons une agence ou un observatoire et vous créez un numéro vert. Voilà. Et quand vous créez l'agence et le numéro vert, vous avez des gouvernants qui vont sur les plateaux télé et qui vous disent « ça y est, le problème est adressé ». Sauf que les choses sont évidemment plus compliquées que ça. Et parmi les 1300 ou 1400 agences qui dépendent de l'État, une grande partie d'entre elles, et je le dis, ne servent à rien. Saviez-vous, par exemple, qu'il existe une agence nationale du bruit? Non. Saviez-vous qu'il existe un comité d'études de l'histoire de la sécurité sociale? C'est délirant. Alors, le comité d'études de l'histoire de la sécurité sociale, il a lui-même un conseil scientifique qui lui répond. Mais est-ce que c'est de l'incompétence ou une forme de corruption légale? C'est ni l'un ni l'autre, c'est de la médiocrité. C'est de la médiocrité. C'est-à-dire que quand vous avez des problèmes qui apparaissent, qui nécessitent parfois, et c'est le cas de la société dans laquelle nous évoluons aujourd'hui, de la complexité, eh bien, à l'ère des réseaux sociaux et des chaînes d'infos, parfois, certains gouvernants ont le réflexe de pouvoir donner des gages immédiatement à l'opinion publique et ils pensent que, précisément, par exemple, annoncer un numéro vert ou la création d'une nouvelle commission réglera le problème. Or, les choses ne se passent pas comme ça. Le comité de citoyens qui a été tiré au sort pour gérer la stratégie vaccinale. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir de leurs nouvelles, parce qu'ils sont encore vivants. Qu'est-ce qu'ils font, sachant qu'il y a un haut conseil pour la stratégie vaccinale à côté, avec un monsieur vaccin. Enfin, je pensais qu'on avait un ministère de la Santé qui était censé s'occuper de tout ça. Sauf que vous avez une quinzaine, une vingtaine, une trentaine d'agences qui dépendent du ministère de la Santé. Et elles ne se parlent pas entre elles. Non, mais là, il va falloir repartir d'une page blanche et nous donner les moyens de gagner en efficacité. Et la conséquence de ça, ça sera évidemment moins de dépenses. Mais il faut prendre les choses par le bon bout.
Alors, on va atteindre un déficit de l'État qui dépasse les 115% du PIB. Beaucoup envisagent une crise économique et financière après cette période de Covid. Alors, je sais que c'est difficile de faire des pronostics en économie, mais qu'est-ce que vous en pensez? Et puis surtout, comment éviter d'aller droit dans le mur? Je vais pas faire de pronostic, je vais vous dire quel est mon état d'esprit. Le scénario d'une crise économique majeure est un scénario qui est évident, qui est devant nous. Ne serait-ce que parce que, paradoxalement, ce qui fait qu'aujourd'hui on s'en sort, c'est-à-dire le quantitative easing, c'est-à-dire la planche à billets de la Banque centrale européenne, qui fait qu'on peut, enfin, qui finance le fameux quoi qu'il en coûte. Eh bien, ce quantitative easing, il a un impact. Je ne vais pas être trop technique, je vais vous rassurer. C'est que les taux d'intérêt sont de zéro, voire négatifs. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tous les investisseurs qui avant mettaient leur argent dans des obligations d'État, dans des fonds en euros, eh bien, mettent leur argent dans soit l'immobilier, soit encore plus, on le voit, dans les marchés actions. Donc, en fait, la politique de quantitative easing, de planche à billets, est en train aujourd'hui de créer des bulles. Une bulle financière, une bulle boursière et une bulle immobilière, ce qui va rendre d'ailleurs l'accès au logement beaucoup plus compliqué. Donc ça, à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Et si ça s'arrête par une augmentation des taux d'intérêt, ce qui est dans les prochains mois peu probable, mais ce qui est une vraie hypothèse, on voit là ces derniers jours, on flirte autour de zéro, parfois on repasse un petit peu au-dessus. Donc oui, c'est très compliqué. Et à côté de ça, vous allez avoir évidemment une cascade de faillites qui n'a pas eu lieu dans la première partie de la crise Covid, précisément du fait du quoi qu'il en coûte. Donc tout ça est très inquiétant et laisse augurer une période compliquée. Mais j'ai aussi un autre regard sur la situation actuelle, qui est plus positif, qui est moins probable, mais plus positif. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans n'importe quelle période de l'histoire. Nous avons un genou à terre, nous en France, c'est vrai. Nous n'avons pas de marge de manœuvre pour agir, mais nous sommes dans une période de l'histoire, nous sommes à un tournant de l'humanité. Nous sommes à l'aube, même au cœur d'une révolution scientifique et technologique comme il n'y en a pas deux dans un millénaire. Ce qui va se jouer ces 20 ou 30 prochaines années sera absolument étourdissant. Or, en France, nous avons un esprit entrepreneurial qui est inégalé dans le monde. Et je pèse mes mots. Savez-vous qu'il se crée en France plus d'entreprises que par exemple aux États-Unis? J'inclus évidemment le statut de la micro-entreprise, mais quand on lance une micro-entreprise, on est entrepreneur. Donc il y a un esprit entrepreneurial qui est extrêmement puissant dans notre pays. Un esprit créatif et un esprit scientifique. Nous produisons dans nos écoles et nos universités les meilleurs scientifiques et mathématiciens du monde. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de les retenir. Quand vous voyez une Emmanuelle Charpentier qui va, à cause du principe de précaution, entreprendre en Allemagne et décrocher son prix Nobel en Allemagne, ce qui fait d'ailleurs que le Spiegel a fait sa une en disant une berlinoise est prix Nobel de chimie, alors qu'elle est française et qu'elle a quitté la France parce qu'elle ne pouvait pas entreprendre en France. Là, on a un vrai problème. Mais on se rend bien compte que si nous créons les conditions pour faire en sorte que le principe des précautions, de précaution dans la Constitution, c'est probablement la pire erreur politique de Jacques Chirac, à égalité avec le quinquennat. C'est quelque chose qui bride l'initiative et qui bride les projets. Si on fait sauter, par exemple, ce principe de précaution et qu'on le remplace par un principe de responsabilité et d'anticipation, eh bien, vous allez déverrouiller un très grand nombre de choses et vous allez avoir des entrepreneurs et des chercheurs qui vont vouloir rester en France. Si vous menez un certain nombre de réformes, pas révolutionnaires, mais qui vont stabiliser l'entrepreneuriat et donner une visibilité, eh bien, vous avez de quoi faire de la France une grande nation scientifique, une grande puissance scientifique et technologique. Et on n'a pas le choix. Parce que de toute façon, ça va se passer comme ça. C'était Vladimir Poutine qui disait il y a 2 ou 3 ans, il disait par exemple, s'agissant de l'intelligence artificielle, le pays qui va devenir maître de l'intelligence artificielle deviendra le maître du monde. Et c'est vrai. Aujourd'hui, on entre dans une ère où les possibles s'ouvrent, mais en parallèle de ça, nous sommes dans une nouvelle géopolitique des puissances avec l'affirmation des États-nations
où seuls ceux qui sont dans le game, permettez-moi l'anglicisme, seuls ceux qui sont dans un esprit de conquête qui est parfaitement assumé vont pouvoir entreprendre de grandes choses. On a loupé la bataille de l'IA, mais on peut en embrasser d'autres. On peut réussir la bataille de l'informatique quantique, par exemple. On peut réussir la bataille des batteries lithium-ion, par exemple, en intégrant le processus minier en France, alors qu'aujourd'hui, on le sous-traite à la Chine, qui lui-même préserve ses terres rares en Afrique dans des conditions humaines et écologiques dramatiques. Donc, si on est capable de se poser toutes ces questions-là et d'insuffler cette dynamique de conquête dans notre pays, je suis convaincu, mais vraiment, que la France peut être le phare mondial de l'innovation et de la création. Et peut-être le pays le plus influent du monde. Et donc, aujourd'hui, on est dans une situation qui est assez singulière. Nous sommes à un point de bascule. La vie ou la mort, la grandeur ou le déclin, la renaissance ou la décadence. La France est vraiment à ce carrefour-là aujourd'hui. Et en fonction des choix et des politiques qui seront entreprises dans ces prochains mois et ces prochaines années, nous basculerons irrémédiablement dans un camp, dans un côté ou dans l'autre. Eh bien moi, je m'évertue de toutes mes forces, parce que je sais que beaucoup de choses vont se jouer ces prochaines années, à faire en sorte que nous puissions basculer du côté de la renaissance, de la grandeur et de la vision d'avenir. Livre Noir, c'est votre média. Une formule élégante qui, en 3 mois, grâce à votre soutien, a diffusé près d'une trentaine de portraits intimes et originaux. Et cela sans autre moyen que notre passion. Nous avons décidé de franchir une nouvelle étape en lançant une web TV. Pourquoi ? Pour être la grande peur des bien-pensants. Pour continuer notre travail en cas de censure YouTube et pour vous offrir d'autres formats inédits, documentaires, débats, reportages. Alors si vous appréciez Livre Noir, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site et à nous envoyer vos dons. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà. C'est pour cela, justement, parce que vous sentiez que nous étions à un carrefour, que vous avez fondé Objectif France. Absolument. Les raisons qui... Rappelez-le, donc c'est un parti politique, nous sommes d'accord. Je préfère l'appellation de mouvement politique. Parce qu'un mouvement politique, c'est quelque chose qui met au cœur les idées. Les partis sont plus des machines électorales. Nous, on est très engagés dans la bataille des idées. Et voyez-vous, oui, je suis né en Algérie. Mes parents ont quitté l'Algérie pour plusieurs raisons, et je vais vous en donner 3. Ils ont quitté l'Algérie en 1977 parce que c'était le début de l'islamisme en Algérie. Il y avait un État qui était extrêmement collectiviste, sous l'emprise de l'Union soviétique, et puis il y avait un recul des libertés publiques. Eh bien, 3 critères que l'on constate aujourd'hui dans un pays tel que la France. Eh bien, quand vous vous rendez compte qu'est en train de se produire dans votre pays d'adoption les mêmes choses qui ont présidé au fait que vos parents ont décidé de quitter leur pays d'origine, eh bien, vous vous dites, bon, soit je reste avec ma casquette d'entrepreneur, j'ignore ce qui se passe autour de moi, je continue à gagner de l'argent, et puis de toute façon, au pire, si ça ne va pas, je prendrai ma femme et mes enfants et on ira s'installer ailleurs, ce qui est une hypothèse, beaucoup le font, soit je reste en France, mais je me bats. Et c'est l'option que j'ai choisie. C'est la plus belle des raisons de monter un mouvement. Justement, quels sont vos projets politiques avec ce mouvement ? Les projets, on se rend bien compte aujourd'hui à quel point, d'abord, il y a une vraie bataille idéologique dans notre pays. Et cette bataille, nous la menons, et parfois, d'ailleurs, c'est incompris. Je vais vous en donner une. Beaucoup de gens considèrent que la France est un pays qui est ultra-libéral. J'ai entendu beaucoup de gens dire que Emmanuel Macron, son problème, c'était qu'il était trop libéral. Eh bien, non. Quand on est à 57% de la dépense publique rapportée au produit intérieur brut, maintenant 62%, et quand vous n'avez comme seul logiciel plus d'État, je n'appelle pas ça un pays libéral. Eh bien, l'un de mes combats, c'est de rétablir la liberté comme étant un pilier fondamental de notre République. Et ça fait partie du travail que nous menons. Il y a un vrai travail de pédagogie auprès de nos compatriotes. Parce que les Français, voyez-vous,
sont libéraux, mais sans le savoir, un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose. Quand vous dites à n'importe quel Français, et y compris de gauche, voire très à gauche, le modèle de ton boucher, de ton boulanger, est-ce que tu considères que c'est un modèle sain et viable? Ce seront les premiers à vous dire oui, mais mon boucher, il paye trop d'impôts, il faudrait lui faciliter la tâche, etc. Donc en fait, nous sommes tous libéraux. Mais il y a, au-dessus de ça, une chape de plomb idéologique qui a été imposée par une idéologie socialiste de 40 ans, mortifère, qui s'est abattue sur le paysage politique français. Moi, je résiste à ça, et je le dis, avec un point de bascule qui a eu lieu entre 86 ou 88, qui a été pour moi le point de bascule de la droite française. Parce qu'entre 86 et 88, vous aviez une cohabitation. Et vous aviez Jacques Chirac, à l'époque, qui a mené une vraie politique de droite. C'est d'ailleurs quasiment la dernière fois dans l'histoire de France qu'on a mené une vraie politique de droite. Et Jacques Chirac, à l'élection présidentielle de 88, s'est fait battre à plate couture par François Mitterrand. Et à partir de ce jour-là, Jacques Chirac a considéré que le problème de son échec était lié au fait qu'il était de droite. Et donc, il est revenu en 95 avec un programme beaucoup plus de gauche, et il a gagné. Et donc, du coup, tous les bébés Chirac qui ont participé à ça, eh bien, se sont convaincus de la même chose. C'est-à-dire, attention, en France, quand on est à droite, on perd. Et donc, il faut qu'on soit de gauche. Et donc, voilà comment, en France, nous avons une droite qui est de gauche. Eh bien, ça fait partie des combats que je porte. Et je me refuse à laisser à la gauche un certain nombre d'idées, un certain nombre de concepts. L'écologie, évidemment, en fait partie. L'égalité en fait partie. Le social, l'humanisme. Tout cela n'est pas le monopole de la gauche. Et moi, je m'évertue à démontrer que ce que nous avons vécu comme politique en France depuis 40 ans a créé de la casse sociale. Et le modèle que je prône aujourd'hui, qui est un modèle de liberté, c'est le meilleur rempart contre la casse sociale. C'est peut-être le meilleur projet social qui soit. Est-ce que vous vous retrouveriez, on a reçu ici Olivier Marleix, dans le terme qu'il emploie de capitalisme illibéral? Parce que vous dénoncez aussi la financiarisation et l'excès d'une certaine forme de capitalisme, mais tout en étant attaché aux libertés. C'est un terme qui peut vous convenir? Oui, enfin, je m'attache assez peu aux mots. Vous savez, moi, je suis un chef d'entreprise, donc je ne suis pas un théoricien, je suis un pragmatique. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut, à un moment donné, et dans tout, c'est le principe de la vie, imposer un certain nombre de limites. Voilà. Et vouloir des limites, ça ne veut pas dire être de gauche. Ça veut peut-être juste être raisonnable. Et les limites, ça s'applique à tout. Dès l'instant où on surpasse un certain nombre de choses, quand vous voyez le domaine de la science, de la finance, pardon, quand vous savez qu'à peu près 90% des actions qui s'échangent ont une durée de vie de l'ordre de la milliseconde, parce que le trading haute fréquence aujourd'hui est ce qui fait avancer le monde de la finance, à l'évidence, c'est qu'il y a un truc qui tourne pas rond. À l'évidence. Et c'est pas de gauche que de le dire. Est-ce que vous appelez à une révolution fiscale? Et si oui, quelles seraient un peu les mesures phares? Évidemment qu'il faut une révolution fiscale. Mais là où je suis peut-être différent des discours politiques traditionnels, c'est que beaucoup de politiques viennent vous voir en vous disant moi je vais réduire de tel taux, etc. Mais ils ne savent pas du tout ensuite qu'est-ce qu'ils vont faire derrière, comment ils vont financer, etc. Moi et mes amis, on fait le travail inverse. C'est-à-dire qu'on observe, on décortique toutes les politiques publiques, on prépare la réforme de l'État et de l'action publique en général d'ailleurs, et de notre modèle social aussi, dont la France aurait besoin. Et la conséquence de ça, c'est des économies, et on estime à environ 130 milliards d'euros d'économies que l'on pourrait faire chaque année, ce qui correspond grosso modo à 10% des prélèvements obligatoires. Et ensuite, quand on a fait ces économies-là, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Eh bien, il y a 3 choses à faire. D'abord, investir beaucoup plus dans le régalien. Deuxièmement, se désendetter. Et troisièmement, rendre l'argent aux Français sous forme de baisse d'impôts. Mais c'est la conséquence d'une réforme massive des politiques publiques. Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes né en Algérie. En tant qu'Algérien devenu français, qu'est-ce que vous pensez de la querelle mémorielle, du rapport Nora, bref, de cette manière d'aborder l'histoire que l'on a aujourd'hui? Je trouve ça lamentable, vraiment. Oui, il y a des choses qui ont été, avec notre regard d'aujourd'hui, qui ont été mal dans l'histoire de France, comme dans l'histoire de tous les pays.
La colonisation, la France l'a pratiquée, et parfois ça n'a pas été heureux, mais tous les pays du monde l'ont pratiquée aussi. L'histoire humaine est faite de peuples qui se sont déplacés et qui se sont installés sur des terres. Et je crois que tout ce qui nous ancre justement dans ce passé qui est compliqué, qui a ses zones d'ombre, et tout ce qui nous fait piéger de ce passé-là nous interdit de regarder l'avenir. Et je suis convaincu d'une chose, mais vraiment, la force d'une nation et sa capacité à embrasser l'avenir dépend de sa capacité à assumer son passé, quel qu'il ait été. Je vous l'avais dit, je ne suis pas né en France, je suis né en Algérie, mais pour autant, j'assume toute l'histoire de France. De Clovis, voire Vercingétorix, à Emmanuel Macron, dans ses côtés les plus sombres et dans ses côtés les plus glorieux. Mais le vrai sujet, et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est de nous appuyer sur cette histoire pour essayer de construire de grandes choses, c'est-à-dire pour écrire l'histoire. Tous ceux qui, aujourd'hui, s'empêtrent dans ces querelles mémorielles sont des gens qui ne veulent pas offrir un futur à la France. Moi, mon obsession, c'est pas le passé. Le passé, je m'en nourris, je m'en inspire. Parfois, je le critique. Mais mon obsession, c'est de prendre tout ça et de voir comment on peut écrire une nouvelle page de l'histoire. La France, c'est pas n'importe quel pays. Combien de pays dans le monde peuvent s'enorgueillir d'avoir quasiment 2000 ans d'histoire? On n'est pas beaucoup, hein. Alors, il y a l'Italie, pour le pays pour lequel j'ai une admiration immense avec la civilisation antique. Il y a la Chine, il y a la Grèce, il y en a quelques autres, mais 2000 ans d'histoire, nom de Dieu. Quelle fierté, quel patrimoine. Eh bien moi, mon obsession, c'est de pouvoir faire en sorte que les Français, dans 2000 ans, puissent être fiers des 2000 ans qui viennent de s'écouler, c'est-à-dire de ce que nous, on aura pu insuffler pour écrire de nouvelles pages de l'histoire de France. Alors vous le disiez, vous essayez toujours d'avoir un regard positif, optimiste sur les choses. Comment vous appréhendez l'élection présidentielle de 2022? Alors, juste un mot sur mon regard optimiste. Oui, je m'efforce à avoir ce regard optimiste, mais ce n'est pas de l'optimisme béat. Parce que je suis conscient, mais vraiment, de tout ce qui ne va pas, et je le vis moi-même en tant que chef d'entreprise. C'est ce qui vous a poussé justement à monter Exactement. France. Mais je suis pessimiste par la raison, en réalité, mais optimiste par la volonté. Et ça, c'est important d'émettre cette nuance. L'élection présidentielle de 2022 sera un moment important où la France se donne rendez-vous à elle-même. Il faut que ça soit un grand moment de débat démocratique. Un grand débat où il soit question non pas de personnes, non pas d'ego, non pas d'affaires, mais d'idées et de projets et de visions. Moi, j'exècre l'engagement politique qui est basé sur, vous savez, le programme d'Emmanuel Macron en 2017, c'était 17 pages, je crois, composées essentiellement de photos de lui. Bon. Ce n'est pas ma vision de la politique. Ma vision de la politique, c'est une vision civilisationnelle. Le débat de 2022 ne doit pas être où est-ce qu'on va enlever 1% d'impôts et en gros, quelles sont les rustines que l'on va devoir mettre à notre pays. Le débat de 2022 doit être un débat civilisationnel de comment nous allons remettre les compteurs à zéro pour propulser la France, et non pas à 2000 ans cette fois-ci, mais en tous les cas à 20 ans ou 30 ans. Si on passe à côté de ça, eh bien ça va être difficile de revenir dessus. Si vous aviez une mesure, justement, vous êtes élu en 2022, qu'est-ce que vous feriez? Alors, je vais répondre à votre question parce que pour le jeu, mais évidemment, il y a une dimension systémique dans tout ce que je viens de vous dire. Mais symboliquement, je vous dirais que je repartirais sur une nouvelle loi de programmation militaire. Une nouvelle loi de programmation militaire, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde entier se réarme. Nous sommes dans des rapports de force. On le voit avec quelqu'un comme Erdogan. Seuls les rapports de force comptent. Et aujourd'hui, il faut être capable de réarmer la France et de porter nos investissements militaires à au moins 3% de notre produit intérieur brut. Parce que depuis 40 ans, depuis la fin de la guerre froide, le budget de nos armées ont été les variables d'ajustement de toutes les lâchetés auxquelles se sont
assujettit les politiques. Donc il va falloir revenir dessus. Il faut un deuxième porte-avions nucléaire pour notre pays. Il y a un programme de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui va coûter une fortune, qu'il faut évidemment booster. Il faut inventer l'armement. Il faut inventer l'armement du futur, par exemple des navires porte-drones, investir massivement dans la recherche, notamment pour avoir des fantassins augmentés, etc. Un vrai programme de drones. Bref, énormément de choses à faire pour que la France soit une grande puissance militaire. Parce que, au final, vous avez beau tourner autour du pot, le militaire, l'armée, c'est ce qui rend votre diplomatie crédible. Et la diplomatie, c'est ce qui rend votre influence crédible. Donc, ça serait probablement l'un des sujets que je prendrais à bras-le-corps en premier. D'autant que le domaine militaire a toujours irrigué les brevets dans la vie civile et a entraîné aussi des conséquences économiques favorables. Mais évidemment, le militaire, ça ne veut pas dire être belliqueux, être dans l'obsession de la guerre. Vous savez, quand j'ai lancé Objectif France en 2014, je prenais à l'époque l'augmentation massive de nos budgets militaires. Parce que la loi de programmation de 2008, qui entre parenthèses avait été portée par un président de droite, était un scandale. Eh bien, quand je prenais ce genre de prise d'opposition en 2014, on me traitait de belliqueux. Mais regarde, Rafik, il n'y a pas de guerre, c'est le fameux fin de l'histoire de Fukushima, de Fukuyama, etc. Bon. Alors, il a fallu des attentats en France, il a fallu que le sang coule. Vous vous rendez compte, l'absence totale de vision politique? Il a fallu que le sang coule pour qu'enfin on se dise « Ah ouais, mais il nous faudrait peut-être une armée ». Bon, ben moi, je veux qu'on soit dans l'anticipation, non pas pour faire la guerre, mais pour peser dans le rapport de force, parce que c'est important. Et dans nos armées, il y en a une qui doit être profondément renforcée, c'est notre marine nationale. Parce que je rappelle que la France dispose, et c'est un motif de fierté, de la première surface maritime du monde, qui est un joyau de la nature, qui regorge de ressources minérales et halieutiques fantastiques, et qu'aujourd'hui nous nous faisons piller. Eh bien, la France doit protéger son espace maritime. Et puis ma dernière question, Rafik Smati, on voit que l'abstention était très forte aux dernières élections municipales. On craint pour les présidentielles, si le duel Marine Le Pen-Emmanuel Macron se renouvelle, à nouveau une forte abstention. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à tous ces gens qui n'ont plus envie d'aller voter? C'est pour eux que je fais tout ce que je suis en train de faire. Et je ne me résous pas à ce qu'il y ait un affrontement Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et tout ce que je fais aujourd'hui avec mes amis et partout en France, et même d'ailleurs parmi les Français de l'étranger, eh bien, c'est créer les conditions pour que ce duel ne puisse pas avoir lieu parce qu'il serait, hélas, mortifère pour notre pays. Merci beaucoup, Rafik Smati. Merci à vous. C'était un entretien passionnant, précis, avec une vision de chef d'entreprise et également d'homme engagé en politique. Donc merci à vous. Et puis merci à tous qui nous avez suivis, qui nous avez écoutés. Merci de votre fidélité. Je suis toujours très heureux de lire vos commentaires. Donc n'hésitez pas à intervenir, à nous conseiller de futurs invités. À très bientôt. Livre Noir, c'est votre média. Une formule élégante qui en 3 mois, grâce à votre soutien, a diffusé près d'une trentaine de portraits intimes et originaux. Et cela sans autre moyen que notre passion. Nous avons décidé de franchir une nouvelle étape en lançant une web TV. Pourquoi ? Pour être la grande peur des bien-pensants. Pour continuer notre travail en cas de censure YouTube et pour vous offrir d'autres formats inédits, documentaires, débats, reportages. Alors si vous appréciez Livre Noir, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site et à nous envoyer vos dons. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà.